à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Curieux de Nature. On entend de nouveau les oiseaux chanter, les bourgeons, les fleurs et les feuilles réapparaissent, les animaux, petits ou grands, se réactivent. Pas de doute, c'est le retour du printemps et aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps de s'émerveiller du réveil de la nature. Vous êtes curieux de découvrir ça avec nous? C'est parti! Bonjour Thierry. Bonjour Julie. Vous observez les premiers signes du printemps qui se remet en place. Alors c'est un vrai plaisir et c'est vrai que là ici on voit le cingle plongeur, on entend aussi donc le Puyo Veloz. Qui fait tchic tchac tchic, Oui, c'est ça? exactement. Et alors voilà, c'est tous les signes prémonitoires, les premiers prémices du printemps. Quels sont justement ces signes qui disent aux organismes « Ok, on se réveille et c'est reparti pour la saison ». Alors il va y avoir deux mécanismes, soit c'est la température jour, soit c'est la photopériode, donc la durée de la luminosité pendant une journée. Et ça, ça va faire un déclenchement, et puis alors ça devient une course contre la montre, parce que tout le monde a envie d'avoir un petit peu sa petite part de soleil, et alors certaines petites plantes vont pousser beaucoup plus rapidement, parce qu'elles savent que d'autres vont venir après. Donc il y a toute une orchestration qui va s'installer. Ça veut dire que l'ensoleillement au printemps est très important. Si on a un ensoleillement assez moindre, un ciel plutôt gris, ça va jouer sur le développement de la nature ou pas ? Alors énormément, parce qu'il y a toute une série d'animaux qui ont besoin par exemple d'insectes pour se nourrir, et s'il fait mauvais, eh bien, les insectes ne vont pas apparaître, ils vont attendre avant de sortir de leur petite cachette. Et donc tous ces animaux vont manquer de nourriture, par exemple les chauves-souris, et là on voit que ça va très fortement impacter la réussite donc des naissances. Et donc de fait, toute cette orchestration est très importante parce que certains animaux ne vont pas survivre s'ils n'ont pas droit à suffisamment de lumière ou de nourriture. Et est-ce qu'à l'inverse, si l'hiver a été trop doux, est-ce que ça compromet le début du printemps ? Oui, parce qu'aussi tout ce mécanisme d'adaptation qui a pris des milliers d'années est prévu par rapport à une situation entre guillemets météorologique régulière. Certains arbres, les arbres les plus fréquents chez nous, les feuillus, c'est le hêtre, les hêtres vont débourrer, donc vont en fait ouvrir leurs feuilles par rapport aux bourgeons à partir plus ou moins de fin avril, début mai. Et si jamais il y a tout un dérèglement qui se fait, après le risque c'est que les feuilles qui sont développées gèlent. On parlait dans le temps des seins de glace, qui était en fait un signal comme quoi on pouvait se dire qu'il n'y aurait plus de gelée. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des gelées blanches toute l'année en Belgique. Chaque mois de l'année, même au mois d'août, il peut y avoir une gelée. Et c'est pour ça que là, ça peut être catastrophique, parce que justement, ça va compromettre la floraison de certaines plantes. Le dérèglement climatique, alors, ce changement climatique vient perturber le réveil de la nature aussi. Il vient le perturber et surtout, ce qui est embêtant, c'est que c'est extrêmement rapide. Notre équilibre chez nous, ça date de la dernière glaciation, qui était la glaciation de Würm il y a plus ou moins 10 000 ans. Et puis la nature a commencé à s'adapter au changement. Et ça a mis des milliers d'années. Et là, nous, en quelques décennies, on observe un dérèglement qui fait que la nature, elle avance un peu à tâtons et c'est par essai-erreur. Et c'est pour cela que, de fait, il y a toute une série d'animaux et de plantes qui n'ont pas assez de temps pour s'adapter à ces nouvelles situations. À cause de la rapidité de ces changements, c'est surtout ça le fait marquant. Exactement. Lorsque la nature se réveille, de nombreuses plantes apparaissent. Nos forêts regorgent d'un tas de merveilles et de ressources. Pendant la cueillette, il faut respecter quelques règles, en restant au bord des chemins par exemple, et en n'arrachant pas les bulbes des plantes. On est ici dans un beau champ de muguet, fleur qu'on essaye toujours de voir le 1er mai puisque ça porte bonheur. C'était un tout petit peu juste, mais enfin dans les terrains bien exposés, on en a quand même eu un petit peu. Alors c'est l'occasion de se pencher effectivement sur la législation, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Alors la base, c'est qu'en forêt, en tout cas, on n'est pas censé quitter les chemins. On ne peut pas, sauf une certaine tolérance pour la cueillette, notamment du muguet, pour la cueillette des jonquilles, c'est les deux principales espèces, pour la récolte d'aspérules pour le métranque. Tout ça à condition de respecter certaines règles, comme le fait d'en prendre des quantités raisonnables. On parle toujours d'un bouquet ou de 2 bouquets par personne maximum.
c'est pour éviter d'en faire le commerce. Et également en prenant bien soin de ne récolter que la fleur, éventuellement les feuilles, mais en tout cas pas la partie souterraine. C'est surtout valable pour les jonquilles parce que, comme c'est des bulbes qui s'enlèvent très facilement, si on ne fait pas attention en cueillant, on arrache tous les bulbes. Et forcément, si on arrache les bulbes, la plante disparaît, c'est aussi simple que ça. Là où vient la difficulté, c'est qu'il y a toute une série de plantes qui sont protégées. Et alors, à moins que d'être botaniste convaincu et spécialiste, c'est extrêmement complexe de savoir si telle espèce est protégée ou pas. Et donc, la règle générale, à part les quelques exceptions qu'on a citées, on ne touche pas aux fleurs. Quand on a des classes vertes, on essaie d'expliquer aux enfants que la fleur, elle sera beaucoup plus belle dans la nature et que tout le monde qui va passer là pourra la voir, que de l'accueillir et puis de l'acheter sans mettre plus loin. D'autant plus qu'il y en a beaucoup qui ne supportent pas la cueillette et qui fanent tout de suite. Donc, les fleurs sont beaucoup plus belles dans la nature que dans un vase. On fait des fleurs cultivées pour ça, donc c'est pas la peine de venir chercher celles qui sont dans la nature. Ici, c'est une réserve Note d'Agora, donc une réserve agréée. Ça peut être une réserve domaniale, les règles sont les mêmes. Dans les réserves naturelles, interdiction de cueillir, ramasser, quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Parce qu'en général, c'est forcément dans les réserves naturelles qu'on trouve les espèces qu'on a envie de protéger, les espèces les plus rares, les espèces les plus délicates. Alors ici, on est dans le marais de Champmel et c'est un bel exemple de plantes. Malheureusement, on est un peu tôt dans la saison, donc on est ici dans un champ de renouées bistortes qui sont absolument magnifiques quand elles sont en fleurs. Importance, pourquoi? Parce que non seulement la plante est intéressante, elle n'est pas extrêmement rare, elle n'est pas protégée en tant que telle, mais le souci, c'est que le petit papillon là, qui est là juste à mes pieds est une espèce qui est malheureusement en danger et qui lui a strictement besoin de la plante. Il se reproduit sur les feuilles de la bistorte. Ce qui veut dire que si la bistorte disparaît, le papillon disparaît. Et il a un cousin, on va l'appeler un cousin, qui s'appelle le nacré de la bistorte, qui lui a besoin aussi de la plante et il ne butine que sur les fleurs de bistorte. Facile à imaginer, plus de bistorte, plus de papillons, donc deux espèces qui sont relativement rares qui disparaissent. Et c'est valable pour toutes les fleurs et pour toutes les plantes qu'on peut imaginer. Il y a chaque fois, je vais dire, une interaction entre la fleur, la plante, les feuilles, les insectes, etc. Ça peut être avec des champignons, ça peut être avec des lichens, etc. Donc c'est hyper important de conserver un maximum de choses et surtout de les protéger. Faites attention, votre geste peut avoir des conséquences. Les jonquilles, Thierry, c'est vraiment le symbole du printemps et du renouveau. Hein. Oui, donc elles sont parmi les premières fleurs. Et l'idée, c'est de pouvoir attirer l'attention des insectes. Et c'est pour ça que ces plantes sont capables de faire ces pures merveilles. C'est vraiment une architecture très élaborée. Et avec comme objectif d'attirer l'insecte, qui puisse rentrer évidemment pour aller chercher ce qui peut l'intéresser. Et en même temps se frotter au pollen. Et puis évidemment, c'est tout le cycle de la pollinisation qui va pouvoir se faire. Et dans plein de fleurs et c'est magnifique de voir à quel point il y a une diversité comme ça florale. On a une anémone ici juste à côté de nous aussi, ça fait aussi partie des premières fleurs du printemps comme les perce-neige, etc. Tout à fait, on a aussi par exemple la pâquerette, toutes ces petites fleurs, et bien justement c'est une symbolique assez forte et pour elle c'est la course contre la montre, c'est de pouvoir évidemment attirer les insectes et les premiers insectes qui vont commencer à être actifs au moment du printemps. C'est pour ça aussi qu'elles sont si attirantes, c'est pour pouvoir être visibles le plus possible par tous ces insectes. Alors tout à fait, et là ici la stratégie ce sera d'être fort attractif, d'autres vont être attractifs pas uniquement au niveau visuel mais au niveau de la richesse du nectar. Donc simplement il y aura la sensibilité que l'insecte va avoir, c'est de sentir très loin cette fleur. On a aussi, on voit des papillons qui peuvent faire des déplacements très importants pour aller chercher certaines fleurs. Ou alors on peut avoir d'autres fleurs qui sont des beautés mais de miniature. Et je t'invite à aller voir justement le noisetier qui en fait est une des plus petites fleurs de toute la flore qu'on a chez nous. Alors là justement sur le noisetier, eh bien, on a les deux fleurs qui vont cohabiter, les fleurs mâles, dans ce cas-ci qu'on appelle parfois des chatons, et puis la fleur femelle qui est toute petite, qui est minuscule, qui est d'une beauté absolue parce que c'est un rouge fuchsia. Et là, je vais t'inviter à prendre justement
la paire de jumelles, mais alors curieusement, quand on l'inverse, eh bien ça peut servir de loupe. Voilà. Donc il faut placer donc, le gros côté de la jumelle contre son œil et il faut voilà, faire le réglage. Et à ce moment-là, on voit des choses merveilleuses et c'est assez surprenant de voir qu'on a toute cette beauté à portée de vue alors que souvent ça passe inaperçu. C'est au printemps aussi que la sève va monter dans les arbres et c'est ça qui provoque notamment ces premières floraisons. Absolument. Donc oui, donc la sève qui est en quelque sorte le sang donc de l'arbre. Il y a d'abord la première sève qui va monter, c'est la sève minérale et elle va monter jusque dans les feuilles et c'est à ce moment-là que grâce à cette petite usine très complexe avec la photosynthèse, eh bien l'arbre va transformer la sève minérale en sève élaborée qui est une sorte de sève sucrée. Et donc c'est tout un cycle complexe qui commence maintenant. Alors que la nature sort tout juste de la torpeur de l'hiver et que le soleil est en train de la réveiller, un phénomène invisible se déroule déjà depuis plusieurs jours. Des racines les plus fines jusqu'aux premiers bourgeons, la sève circule sous l'écorce des arbres. Certains en profitent d'ailleurs pour la prélever et bénéficier de ses bienfaits. Depuis plusieurs jours, chaque matin, c'est le même rituel. Et bien voilà, là on voit des troncs très clairs, des troncs qui nous éclairent, des troncs blancs. On voit les bouleaux, ce sont dans les arbres les plus faciles à repérer. Philippe part en forêt à la recherche de son précieux nectar, sa cure de jouvence au printemps depuis plusieurs années. Je la fais tous les ans. Alors il y en a qui font des cures en buvant 1 litre de sève de bouleau par jour. Moi, c'est un petit verre le matin et j'essaye de le faire tous les ans. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de la boire super fraîche, cette sève de bouleau, parce qu'elle est translucide, elle est délicieuse, elle est très fraîche. Ça ne garde pas très longtemps, la sève de bouleau. Et bien là, j'en ai un beau. Celui-là m'a l'air très bien. Pour récolter la sève, il suffit de percer l'écorce sur quelques millimètres. La sève, elle coule dans l'aubier, qui est le bois qui est juste derrière l'écorce. Donc, je ne vais pas percer très profond, 1 cm, 1,5 cm. Bon, ici, je vois, l'écorce est quand même assez épaisse à certains endroits, donc ça pourrait être plutôt 1,5 cm. Et je vais prélever à peu près à cette hauteur-ci, hauteur des 1 mètre, 1,50 m, pas trop haut. Petit trou, 6 mm. Alors là, moi, j'ai une perceuse, mais ça pourrait aussi être un petit vilebrequin. Alors, j'y vais pas trop profond. J'essaye de voir si ça coule. Si ça ne coule pas, j'irai un petit peu plus loin, mais ce n'est pas la peine d'aller trop loin. Voilà, là ça commence à couler. Ça commence à couler tout doucement. La sève s'écoule au goutte à goutte, une récolte amateur pour une cure d'environ 3 semaines qui va détoxifier et revitaliser le corps. C'est très très bon, c'est vraiment là, après l'hiver, on va essayer de se régénérer, donc ça fait du bien. Alors, ça a énormément de propriétés. Donc la sève de bouleau, qu'on appelle aussi l'eau de bouleau, parce qu'elle n'a quasi pas de goût, elle est tout à fait transparente, translucide, mais elle a des vertus dépuratives, ça draine les reins, c'est bon pour les rhumatismes, c'est bon pour la peau, c'est vraiment une cure détox complète à faire au printemps. Ça contient énormément de minéraux, d'oligo-éléments, donc c'est hyper riche et c'est hyper sain. Un remède que nous offre la nature pour se remettre de l'hiver. Même si un bouleau produit environ 200 litres de sève par jour, l'important est de la prélever dans de bonnes conditions pour ne pas abîmer l'arbre. Il faut évidemment pas prendre la sève sur un tout jeune bouleau parce que là il est trop fragile, il en a besoin. En soi de la sève, il en produit énormément. C'est la sève qui va du bas vers le haut et qui va nourrir et faire éclore les bourgeons. Donc si on le fait sur un arbre qui est sain et qu'on le fait délicatement, on ne va pas percer. Moi, je perce une fois un arbre, je ne perce pas à différents endroits. Je ne prends pas un gros tuyau qui va le vider complètement. Je prends un tout petit tuyau qui me permet que ça coule au goutte à goutte. Et puis, l'important, c'est de bien soigner l'arbre après, de le cicatriser. Moi, je prends en général un petit bout de bois. Il faut trouver le bon diamètre. Ouais, c'est parfait, juste bien. Du 6, j'ai le compas dans l'œil. Et puis alors, ce qui est très bien aussi, il y a toujours un résineux à proximité. Et donc, ce qui est très bien, c'est de lui mettre un petit peu de résine. Prélever la sève de bouleau est réglementé. Une autorisation du propriétaire ou du DNF est nécessaire.
Ensuite, il ne vous reste qu'à profiter de ses bienfaits jusqu'à l'apparition des premières feuilles. Translucide, tout frais, tout beau. Betulus pendula 2024, il est parfait. Faut les goûter? Pour passer l'hiver, les animaux ont mis en place différentes stratégies pour survivre. Et c'est assez fascinant parce que les réactions sont très différentes de certains groupes d'animaux par rapport à d'autres. Certains donc, vont en fait hiberner. On va parler aussi parfois d'hiverner. Ceux qui hibernent, c'est ceux qui sont dans un sommeil profond, qui vont vraiment réduire toutes leurs activités. Et puis on a aussi l'autre grande stratégie qui est la migration. L'hibernation, on reste sur place et on dort, et la migration, on s'en va et on ne dort pas, parce qu'on va devoir trouver la nourriture dans des endroits parfois éloignés. Et on entame un voyage incroyable. C'est phénoménal de se dire que parfois certains tout petits oiseaux de quelques grammes vont être capables de faire des milliers de kilomètres, ou alors les plus grands oiseaux qu'on connaît chez nous, qui sont les cigognes noires, eh bien, vont être extrêmement fidèles à leur lieu de nidification, alors qu'elles auront parcouru le vaste monde sur des kilomètres parfois incroyables. Là, tous ces oiseaux sont sur le point de revenir dans leur région d'origine et elles vont nidifier. Oui, la nidification va vraiment être très fortement étalée. On a par exemple le bec croisé qui commence très tôt, le grand corbeau, et puis on a des retardataires un peu comme le martinet. Le martinet ne va arriver chez nous qu'au mois de mai, et il va rester seulement quelques semaines et puis il va déjà devoir repartir. Donc c'est fascinant de voir toutes les adaptations différentes au sein du même groupe. Mais il est clair que tout le monde reste lié à la période printanière, parce que c'est là qu'elle va permettre, entre guillemets, à ce que les jeunes individus se préparent le mieux possible pour l'hiver suivant. Les reptiles et les batraciens, eux aussi, vont se remettre en activité. Exactement. Ils sont sortis, eux, d'hibernation. Ils vont rejoindre leur zone, en tout cas les batraciens, pour une partie, les zones qui les ont vus naître. Donc ils font un voyage pour aller dans les mares de leur naissance. Ils vont pondre et puis après, par exemple la grenouille rousse, eh bien, elle va aller dans les champs, dans les bois, mais elle reviendra systématiquement à son endroit de naissance. Et puis les mammifères aussi, dans nos forêts, vont se reproduire à cette période. Le renard, le chevreuil, le cerf, c'est beaucoup autour du mois de mai que ça va se jouer. Et donc là maintenant le processus, on est pour une certaine partie dans la période d'accouplement. D'autres plus gros animaux comme le cerf, c'était pendant le brame, plus ou moins au mois de septembre-octobre. Mais toute une série d'autres vont en tout cas s'accoupler à la fin de l'hiver pour être justement prêts pour le printemps. À mettre bas alors et à donner naissance à ces petits animaux qui auront tout le printemps, tout l'été, une partie de l'automne pour être vigoureux et pouvoir réaffronter l'hiver suivant. Et faire beaucoup de réserves. Quand on voit un petit faon qui fait quelques centaines de grammes, va peut-être faire presque 50 kilos en une seule année. Je vous propose à présent de retrouver Stéphane Delogne pour sa chronique. Il nous parle des haies plessées qui sont des refuges très importants pour les insectes, les oiseaux et les mammifères. Bonjour à tous les curieux de nature. Aujourd'hui, je vous parle d'une technique ancestrale. César en fait mention dans la guerre des Gaules car les Belges l'utilisaient pour ralentir ses armées. Je parle du plessage de haies, une manière particulière de tresser les haies végétales. Et on retrouve avec nous aujourd'hui Pierre Goffioul qui est le big boss du plessage de haies en Wallonie. Pierre, explique-nous, le plessage c'est quoi exactement ? C'est une technique qui permet de rebooster la vie des haies. Souvent les haies anciennes se dégarnissent aux pieds. Cette technique permet justement de rebooster la vie des pieds des haies au niveau de la souche et au niveau des plesses, ce qu'on appelle les plesses, donc la partie inclinée. Et comment? En fendant le tronc? Alors on doit fendre le tronc en laissant bien un point d'attache sur la souche parce que ça doit rester vivant. Donc la plesse continue à vivre et elle continue à se développer. On implante des piquets dans la haie. Et on termine avec une finition, une belle tresse pour qu'il va solidifier l'ensemble. Et les rejets verticaux vont vraiment, au fil du temps, resolidifier et reconsolider la haie. Ici, on voit un tronc que tu as plessé l'année dernière. Oui. C'est un traumatisme de dingue pour l'arbre. La fente est quasiment totale. Effectivement, mais il ne faut pas oublier que la plesse, donc la partie inclinée, elle reste attachée à la souche.
Et donc ça reste vivant, il faut absolument que ça reste vivant. Donc c'est le stress qui va dynamiser l'arbre. Absolument. Et ça peut paraître traumatique, mais on prolonge la vie des haies. Ce faisant, ça c'est clair, on voit des haies placées qui sont multicentenaires. Et donc elles durent plus longtemps placées que non placées. Absolument, oui, oui. Vous l'aurez compris, une haie placée, c'est une haie vivante, fortement entaillée à la base pour placer le tronc quasiment à l'horizontale. Ça a une vocation défensive et c'est avant tout un formidable atout pour la biodiversité parce que ça offre un linéaire beaucoup plus continu, par exemple pour les chauves-souris, ou encore des cachettes pour les muscardins, des fourches pour les nids des oiseaux. Des formations existent près de chez nous pour réacquérir ces techniques ancestrales. Alors vous aussi, agissez pour la nature. En fait, le printemps, c'est vraiment cette période où toute la nature entre en ébullition et se remet en branle, de la plus petite plante jusqu'au plus grand des mammifères. Avec une grande dépendance des uns par rapport aux autres, si on prend les tout petits insectes, une fourmi ou une petite abeille, eh bien, elle va peut-être servir de nourriture, mais elle va aussi aider à la pollinisation, à la reproduction. Et donc, toute cette activité, en fait, s'organise et s'enchevêtre en permanence. Les animaux sont interdépendants, et les plantes aussi évidemment. Et donc cette énorme partition musicale eh bien, est assez fragile, est merveilleuse, ça nous impose de nous émerveiller et évidemment de la protéger. Voilà, de la protéger et la respecter, d'où l'importance d'être vraiment attentif à la protection de la nature. Tout à fait, dans le sens où cette connaissance, cette protection nous permettra de mieux comprendre et de pouvoir avoir un rôle positif et aussi quelque part de se rendre compte que c'est aussi notre nature, c'est une nature collective et donc être heureux de pouvoir en profiter et d'en faire profiter les autres. Et puis qu'on est un élément au sein de cette nature aussi. Alors on doit pouvoir être dedans, pas nécessairement au-dessus, on n'est pas des dominants, on doit pouvoir justement jouer un rôle qui permet une pérennité, prendre ce que la nature nous donne et pouvoir lui donner aussi la bienveillance qu'elle mérite. Et pas prendre uniquement. Merci beaucoup Thierry Petit, merci aussi à Xavier Lenel et Jean-Yves Legendre qui nous accompagnaient tout au long de cette émission. Merci à vous pour les images que vous continuez de nous partager sur notre groupe TV Luxe Côté Nature. À très bientôt.